Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Histoire et Révélation. Aujourd'hui, j'ai de nouveau le plaisir de recevoir Kevin Ricorbet. Kevin, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors bonsoir, merci beaucoup de me recevoir, à nouveau. C'est avec un grand plaisir que je reviens. Je suis, neuropsychopraticien. Ça regroupe plusieurs thématiques, la PNL, on appelle ça de la, heu, programmation neuro-linguistique. C'est la science des mots et le décryptage du comportement, qu'il soit verbal et non verbal. On a, l'aspect neurofeedback, qui est un outil, issu des neurosciences, qui permet, de réguler l'activité neuronale et par extension l'activité, cérébrale, d'optimiser certains comportements et de réajuster, d'autres, comportements, voire aussi d'accompagner à la gestion émotionnelle, gestion du stress et cetera et cetera. L'accompagnement au deuil aussi. Et également, l'utilisation dans toutes, les méthodologies de travail, essentiellement les neurosciences qui sont à elles seules, un vaste sujet. Et en plus, neurosciences, moi, ça fait déjà pas mal d'années que j'ai entendu ce mot-là. À travers ton cabinet, tu accompagnes celles et ceux qui cherchent à se libérer de leur blocage à travers la cohérence entre le corps, le cœur et l'esprit. C'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, l'idée pour moi, c'était à la fois d'apporter un accompagnement sur l'aspect, psychologique, donc sur l'aspect réflexion, blocage mental et cetera. De faire comprendre à la personne que je reçois son propre fonctionnement interne, que ça soit sur l'aspect, de la réflexion, que ça soit sur l'aspect de sa propre communication, comment elle se parle à elle-même. Et avec le neurofeedback qui est un outil beaucoup plus, heu, matérialisable, on va dire, là on va jouer sur un aspect beaucoup plus physique, parce qu'on va jouer sur les neurones et donc le combo des 2 fait un accompagnement sur hem, un 360 entre la psychologie et le corps. Yes. Ça va faire quelques minutes qu'on parle de neurofeedback. C'est quoi le neurofeedback? Le neurofeedback, c'est un outil, qui, permet de lire l'activité, cérébrale d'une personne qui l'utilise. Comment ça se passe? En fait, vous avez des capteurs qui sont positionnés, sur la boîte crânienne. Donc il y en a 2. Il y en a 2 qui se mettent ici et là. Il y en a 2 ici, comme ça, et il y en a un là. Ces capteurs-là vont permettre d'analyser la fréquence électrique du cerveau et vont permettre, en fonction de celle-ci, de prédéfinir ou pas s'il y a un impact émotionnel en fonction d'une pensée. Quand la personne est face à elle-même, là en l'occurrence au cabinet, la personne elle est allongée sur un fauteuil avec les capteurs. L'idée, est qu'elle se laisse aller comme si elle était dans une phase de détente et en fait les capteurs vont analyser 256 fois par seconde l'activité cérébrale de la personne. À chaque fois que le système, va détecter on peut appeler ça des sorties de route de la part des neurones, il va y avoir comme une, forme d'effet miroir, de son propre, comportement au cerveau. Comment? À l'aide du son. C'est-à-dire que on entend une musique, type, musique un petit peu méditative, bruit d'oiseaux, rivière et cetera. L'idée étant, qu'à chaque fois que le système détecte une sortie de route de la part des neurones, dans la musique, il y a une micro coupure de son qui s'installe à l'instant T où ça s'est passé. Donc il y a une réorganisation, j'allais dire presque, hem, directe sur un comportement qui vient de se produire. Pour faire simple, on a des comportements qui se, hem, qui se créent tout au long de notre vie. On a des comportements qui sont là
par, des effets d'autoprotection, par exemple, si on a des chocs émotionnels très forts, ou des deuils ou des choses comme ça. Il y a des pensées répétitives, qui des fois qui s'installent, qui peuvent nous générer du stress et tout ça va amener à des boucles de comportement. Le système et l'outil arrivent à les détecter en fonction de la variation électrique du cerveau et par essai-erreur, en fait, et par l'effet miroir, le cerveau va comprendre qu'il doit potentiellement se réajuster pour, du coup, réduire la fréquence électrique pour plus avoir ces micro-coupures et donc va faire en sorte que la boucle de comportement devienne une ligne. Quand tu utilises, le neurofeedback, donc quand tu vas mettre les capteurs, est-ce qu'il y a une préparation avant ou, c'est dans l'instant T? Comment ça se prépare? Alors moi, au cabinet, je mets toujours une forme de préparation, heu, pour la séance. C'est-à-dire que je passe par un exercice d'écriture avec la personne ou oral, ça dépend parce que si la personne, elle a un moyen de communication qui est plus basé sur l'aspect auditif, bah, la faire écrire sera pas forcément nécessaire et à l'inverse, si la personne, elle a plus une communication avec elle-même visuelle et ou, kinesthésique, donc par le toucher, je vais plus passer par l'écrit. Déjà rien que ça, on décortique pour que déjà que la personne comprenne comment elle fonctionne, déjà dans son propre canal de communication. Ensuite, on passe à des exercices de verbalisation sur les sujets en question et cetera. Il y a pas vraiment la nécessité d'aller au fond du sujet. Pourquoi? Parce qu'une fois que le sujet, il est un petit peu mis en exergue pendant l'exercice, bah, il travaille en arrière-plan dans le cerveau et donc une fois que la personne, elle est dans cette disposition-là, on va l'installer je l'installe, directement sur le fauteuil avec le neurofeedback et l'outil après travaille lui directement avec, certaines zones et cetera du cerveau et se met à partir de là à travailler. D'accord, donc si je comprends bien, donc cet outil va te permettre, à un moment donné, quand tu vas l'utiliser, de «détecter» entre guillemets, le moment où, il y a eu son problématique, où tu dois travailler. C'est bien ça? Oui, en fait, l'idée, c'est que moi, en tant que tel, il y a pas j'ai pas d'interaction avec la personne que je reçois quand elle est sur le neurofeedback. Ouais, C'est l'outil qui va l'outil, ouais, automatiquement avoir l'interaction avec le renvoi du comportement du cerveau à travers la musique. d'accord, C'est plus ça. et quand tu expliques aux personnes que tu reçois, à ton cabinet et que, c'est la première fois qu'ils entendent parler de neurofeedback, tu vas leur mettre des appareils que tu vas mettre là. Quelle est leur réaction? Comment ils réagissent? Alors, je l'essaye de l'amener, de la façon la plus, simplifiée possible. Heu, Au départ, ils réagissent un petit peu avec pas de la méfiance, mais vu que c'est quelque chose qui c'est pas courant, c'est souvent, il y a pas mal de questions. Est-ce que je vais ressentir quelque chose? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que et cetera et cetera et en fait, les doutes sont vite dissipés parce qu'on on utilise un terme qui est juste, c'est-à-dire que nous, on met des capteurs sur la boîte crânienne de la personne, ce qui est pas la même chose que des électrodes. Dans la terminologie, un capteur, ça ne fait que capter. Donc on ne reçoit rien en tant que patient des capteurs qu'on nous a posés sur la boîte crânienne. C'est notre cerveau qui va émettre de l'information captée par les capteurs, transmis après au logiciel, en fait. Et quand déjà on modifie un petit peu cette perception-là, parce que beaucoup arrivent avec l'idée que c'est l'utilisation avec des électrodes et donc dans l'électrode, ça fait penser à diverses choses. Déjà rien que ça rassure. Ouais, et j quand la personne a les capteurs sur elle, est-ce que, tout ce qui est autour d'elle,
c'est-à-dire aussi bien toi, l'environnement. Est-ce que ça perturbe ces capteurs ou pas du tout, les capteurs, sont sont captés par rapport au travail qu'ils doivent faire, c'est-à-dire ce qu'on leur a demandé, c'est-à-dire le cerveau? En fait, ils vont être le travail va être influencé par la mise en condition et l'environnement dans lequel la personne est. Parce que vu que le cerveau, il est, dans une forme heu, de 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 constante réflexion, même quand on fait rien, on a des pensées dans tous les cas. Si, je mets la personne sur le fauteuil face à un mur blanc, sans aucune lumière, sans aucun truc extérieur, elle aura pas la même activité cérébrale que si je la mets, sur un fauteuil, avec des fleurs ou des plantes tout autour et une baie vitrée qui donne, sur de la forêt. Parce que l'activité cérébrale, du coup, sera pas la même, parce que l'appel à l'imaginaire n'est pas le même, et cetera, et cetera. Maintenant, hem, comment moi je le pratique? J'ai disposé le fauteuil de telle sorte dans le cabinet à ce qu'il soit exactement en face des baies vitrées du cabinet. Ce qui fait que quand la personne est allongée, elle a la vue vers l'extérieur. Pour éviter tout, stimulation, j'ai acheté un paravent et en fait le paravent, il va un petit peu encercler le fauteuil pour que justement la personne soit dans son cocon. Parce que la personne des fois ou les personnes quand elles viennent, elles ont souvent des fois des situations complexes ou d'autres qui n'en ont pas de prime abord, mais en soulevant des thématiques dans leur vie, ça en soulève d'autres et cetera. Et quand on est face à soi pendant un certain nombre de temps, on peut avoir des petits relâchements émotionnels et le fait d'avoir mis un paravent pour, hem, mettre la personne dans sa propre bulle, ça lui laisse aussi l'espace pour libérer ses propres émotions, sans que j'aie à interagir et en fait, elle se les réapproprie finalement, avec elle-même, quoi. OK, et justement par rapport à ta pratique, hem, quelle est la différence par rapport à d'autres techniques, d'autres méthodes? Heu, Sans dénigrer, bah, les autres, méthodes. C'est quoi la différence par rapport, toi, ce que tu vas pratiquer à d'autres méthodes qui existent? En fait, l'idée, pour moi, c'est parti d'un constat. La création de cette méthode, c'est parti d'un constat, c'est: j'ai voulu être, entre guillemets, la personne que j'aurais aimé avoir à un moment donné dans ma vie où c'était compliqué et donc j'ai créé la méthodologie autour de cette, idée-là. L'idée est pas forcément nécessairement d'utiliser uniquement le neurofeedback quand on vient au cabinet ou d'utiliser uniquement la PNL ou d'utiliser uniquement, les neurosciences. L'idée quand on arrive, c'est, de faire une forme de soi et d'arriver à se comprendre sans se dénigrer et de pouvoir, mettre en place certaines, réactions, comportements, réajustements en fonction de qui on est nous, sans être impacté par ce que les autres souhaiteraient qu'on soit. Et donc, à travers ça, j'ai voulu faire une méthode qui touche à la fois le corps et l'esprit et du coup, le neurofeedback touche l'esprit et le corps en même temps et les exercices de PNL et de neurosciences touchent essentiellement, l'esprit. L'idée est que tout peut avoir la possibilité de s'imbriquer, comme tout peut être, dans une forme où on peut désassembler pour que chaque méthodologie puisse être utile en fonction du besoin de chacun. Quelqu'un qui a un lourd traumatisme, par exemple, et qui a des difficultés à l'extérioriser, qui, vient, pour, je sais pas, 5, 6, 7 fois, me voir et c'est avant cette fois-ci, elle venait voir une autre personne et que ça fait je suis la 7e personne qu'elle voit, bah, raconter à nouveau sa thématique, re-rentrer dans le sujet traumatique et cetera, c'est très lourd. À la fois émotionnellement, à la fois physiquement, parce qu'on ressent aussi beaucoup de choses quand il y a des traumas comme ça et ça demande beaucoup d'efforts.
Donc à ce moment-là, le neurofeedback est le bon compromis parce qu'on n'a pas nécessairement besoin de tout expliquer et la personne peut résoudre cette thématique avec elle-même quand elle est sur le fauteuil. À l'inverse, quelqu'un qui a déjà fait, on va dire, le chemin, sait où elle veut aller, hem, elle a déjà travaillé dessus, elle est OK et il y a peut-être un juste un petit déblocage mental qui fait qu'elle a peut-être besoin d'entendre certaines choses ou autres, de voir certaines choses, bah, là, je vais plus favoriser, par exemple, son propre apprentissage sur comment elle communique avec elle-même et donc là, on va être plus à défavoriser un petit peu le neurofeedback pour faire des méthodes un peu plus axées, PNL, analyse comportementale. Et on connaît ton parcours et ton vécu et toi, par rapport, aux à toutes les personnes que tu reçois dans ton cabinet, comment toi, Kevin, tu te protèges? Parce que tu dois entendre pas mal de choses et tu fais comment pour te protéger, toi? Alors pour me protéger, hem, il y a plusieurs, façons. Déjà, bah, j'utilise moi-même le neurofeedback, ce qui est aussi, utile pour les patients parce qu'au moins j'ai un retour sur, le long terme et ça me permet de savoir quels sont potentiellement les effets et cetera et cetera. J'ai aussi, un superviseur qui est, je pense, pour ma part, dans les métiers de l'accompagnement, quelque chose qui est nécessaire. Recevoir des gens soi-même et ne pas se faire accompagner également, parce que du coup, ça serait un peu dénué de sens et au-delà de ça, j'écris aussi beaucoup et je fais en sorte, qu'en fait, psychologiquement, chaque personne qui arrive au cabinet, je les positionne comme étant des dossiers. J'aime pas trop dire ça de cette façon, mais pour le schématiser le plus simplement possible, quand la personne arrive, elle rentre dans le cabinet, 100 de mon énergie est pour la personne. Une fois que la personne sort du cabinet, je la range dans le dossier, j'enregistre les infos, je fais mes notes et cetera, sur, les notes patients qu'on a et cetera et non pas que je vais pas revenir dessus, mais j'ai, je pense, une faculté à pas rentrer chez moi avec les soucis ou les thématiques complexes que les gens me je mets toujours un temps, avant de rentrer chez moi. Il y a toujours un temps où, je me déconnecte du cabinet pour me reconnecter, tranquillement à qui je suis. Mais en fait, indirectement, quand en le disant comme ça, comment je le fais vraiment? Je pense que je le fais spontanément parce que ce que je fais au cabinet, je le faisais déjà avant. Avec les des gens que je rencontrais, des collègues de boulot et cetera et cetera et en fait, j'ai pas l'impression de faire la différence entre mon travail et ma vie, par exemple perso. Parce que je suis dans mon travail comme dans ma vie perso et inversement et donc en fait, je pense que c'est pour ça aussi que j'arrive à faire de mettre une forme de distance, en fait. D'accord et moi, j'adore, le métier que tu pratiques. Je trouve que c'est super intéressant et ce métier que toi, tu as choisi, est-ce que c'est peut-être tu vas, certainement me répondre par rapport à ça. Est-ce que c'est par rapport à ton vécu et ton expérience en étant jeune, heu, que tu aurais voulu qu'on fasse ces choses-là pour toi, que toi tu as voulu justement, surpasser et surmonter tout ça et de dire: «Bah, tiens, moi j'en c'est moi, j'ai pas eu ce que je voulais quand j'étais jeune et ben, c'est moi qui va apporter quelque chose aux gens». Oui, c'est l'idée. En fait, cabinet, certaines choses qui sont pratiquées ou les conseils, si pou ça pourrait être de cette façon. En tout cas, les choses qui s'y passent et cetera, les méthodes qui en ont découlé sont aussi issues de ma propre, histoire. Par exemple,
Pas plus tard que tout à l'heure, là, j'ai une personne qui est venue et elle cherchait des exercices pour, arriver à faire réduire, son rythme cardiaque parce que des fois, elle était en phase de stress et du coup, elle sentait que son cœur s'emballait et en fait, je lui fais faire un exercice et ça l'a calmé instantanément et elle m'a dit: «Oh mais comment vous avez fait pour, apprendre où vous avez appris ce truc-là?» Et je lui dis: «En fait, qu'il y a une forme de d'ouverture et d'honnêteté avec les gens que je reçois et donc j'hésite pas à aussi raconter une partie de mon histoire parce que je pars du principe que quand les gens arrivent et me racontent leur histoire, ça serait un j'aime bien le donnant-donnant et donc je raconte aussi en fait, j'ai dit à cette jeune femme, je lui ai dit: «Je l'ai pas appris, dans mes études ça. Je l'ai appris parce qu'il y a eu des épreuves dans ma vie dans laquelle j'ai dû appliquer ça. C'est pas une étude, universitaire, c'est une étude, physique, du réel, en fait. Du terrain, quoi. Ouais, c'est pas de la théorie, c'est de la pratique pure et en fait, ça, c'est répliqué sur plein, plein, plein de choses. C'est intéressant, c'est bien et comment, définirais-tu, la conscience à travers ton expérience, de psychopraticien? Ça dépend. La conscience en elle-même, hem, c'est un sujet tellement immense. La conscience, c'est, des gens par rapport aux gens que je reçois, c'est souvent ce qui, leur permet d'avoir le déclic quand ils y arrivent. C'est de prendre conscience de qui ils sont et prendre conscience qu'on n'est pas obligé d'être en mode automatique. On est dans une, société depuis la révolution industrielle où tout est packagé et où tout est fait, comme si on était encore dans une industrie. Quand on voit les écoles, c'est une réplique d'une usine. On range les enfants, par tranche d'âge, par niveau. On leur donne, jusqu'au collège, l'université, la fac, une sonnerie pour leur dire: «C'est là la pause», comme s'ils étaient pas assez intelligents pour le savoir eux-mêmes et cetera et en fait, une fois que ça c'est terminé, les horaires qu'on retrouve, à l'école seront les mêmes horaires qu'on va retrouver dans les horaires de bureau. Dans les RH, par exemple, moi qui en ai fait, j'avais les mêmes horaires RH à l'époque que quand j'étais au collège. En fait et du coup, on est dans une forme de formatage dans le faire et la conscience, si je devrais l'expliquer de cette façon, c'est de prendre conscience que cette chose-là, c'est pas déjà rédhibitoire, pas quelque chose d'infini et pas quelque chose d'inchangeable. Prendre conscience de ce que l'on fait avec ce qu'on a et à l'inverse, prendre conscience de ce qu'on a pour faire. Quand les gens que je reçois en arrivent là déjà, ça leur fait un sacré déclic. Ah, c'est clair. Hem, Penses-tu que le cerveau crée la conscience? Le cerveau en lui-même, non, parce que la conscience, c'est quelque chose, de mon point de vue, qui se développe. Le cerveau en lui-même est un muscle. Tout ce qui va intégrer à l'intérieur et tout ce qui va faire qu'on peut l'appeler cerveau, oui, permet de créer la conscience. Mais jusqu'à quel niveau de conscience on a? Quel niveau de conscience on a quand on dit ça? Parce que, par exemple, nous, on a conscience de notre propre existence parce qu'on a un retour très factuel qui est que, depuis qu'on est jeune, on a un rapport à la mort et donc on a conscience d'exister parce qu'on d'un autre côté, on sait qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Un arbre, il a pas conscience de son existence. Il vit, il y a une vie à travers un arbre, il y a un écosystème, il y a un système qui roule et cetera.
il absorbe du CO2, il rejette de l'oxygène. C'est une vie, mais il ne peut pas conscientiser son existence. Il peut pas mécaniquement expliquer ce qu'il fait. Mmh. Bon, déjà parce qu'il a pas la parole, mais au-delà de ça. Mais, on prend un singe, il a conscience de son environnement, par exemple. Parce qu'il sait comment il se déplace, parce qu'il sait comment interagir, parce qu'il sait comment, hem, attraper telle ou telle chose et cetera et cetera. Et donc en fait, la conscience en tant que telle, est-ce que c'est le cerveau qui l'a créée? Je pense pas. Je pense que c'est plus une question d'expérience qui va nous amener à développer justement cette conscience de soi et des autres. Crois-tu que la conscience humaine soit limitée au corps ou qu'elle soit non locale? Je pense qu'il y a un peu des 2. Il y a un aspect qui est, très local parce que on est, entre guillemets, toute notre vie bloquée avec nous-mêmes dans notre esprit. Mais elle est aussi, à l'extérieur parce qu'on peut avoir des prises de conscience qui arrivent dans l'observation d'autrui. Et donc, si on n'avait pas eu d'interaction avec autrui, on n'aurait pas pu avoir ce niveau de conscience. Ce qui fait que je pense qu'il y a un peu des 2. Il y a un aspect, on a on a et on développe notre propre conscience, mais qu'elle n'est pas uniquement imputable à notre existence à nous. Elle est aussi imputable à toutes les expériences qu'on vit, les gens qu'on côtoie et les discussions qu'on a, les choix qu'on fait. Et si on va encore plus loin, je pense qu'elle est aussi influée par d'autres choses, qui sont, hem, assez un peu plus poussées, mais, heu, des certaines personnes n'y croient pas, mais par exemple, il y a l'influence, par exemple, de la Lune, qui a quand même une influence au niveau de l'attraction. Nous, on est sur Terre parce qu'il y a la gravité, mais on reste, en biologie, notre corps, est un amas d'atomes, de cellules, de molécules qui s'entrechoquent et donc on est de l'énergie. Cette énergie, elle est positionnée grâce à la gravité sur une forme de plateforme et quelque chose qui est à l'extérieur de notre planète a assez d'attraction pour avoir de l'impact sur l'océan en lui-même, sur les marées en elles-mêmes. Et dire que ce truc-là peut avoir un impact sur, nos océans et sur tout le reste et que si ça s'éloigne un peu ou si ça se rapproche un peu, ça dérègle plein de choses. Partir de ce principe et de se dire que nous, petits humains comme on est nous, on n'est pas impactés par ces trucs-là, je trouve que ça serait un petit peu trop présomptueux de notre part. Et donc il y a aussi cet aspect-là, heu, où il y a des choses plus grandes que nous et des fois on les voit pas tant. Ouais, c'est clair. Hem, Quels signes observes-tu lorsqu'une personne commence vraiment à reprendre, conscience d'elle-même? Le regard, le regard échange, les traits physiques, certains traits du visage. Il y a une phrase que j'aime bien dire, mais qu'il faut utiliser avec parcimonie parce que ça peut être mal interprété en fonction du contexte. Mais il y a une phrase qui dit: «On on on porte, on a le visage de nos émotions» et en fait, c'est très vrai. On a les personnes, qui, ont tendance à être très, négatives ou à avoir un certain trait où elles sont souvent dans la plainte et cetera, ont tendance à avoir des traits du visage très tirés, à faire un peu plus âgés que leur âge et cetera et bizarrement, des fois, on met une personne qui a peut-être 10 ans de plus qu'elle, qui a peut-être pas la même vie, elle a peut-être une chance ou des choses différentes et on se dit: «Finalement, qui c'est qui est le plus jeune entre les 2?» Et parce qu'en fait, on porte le poids de nos émotions et on le porte sur notre tête, mais on le porte aussi physiquement.
sur les problèmes de dos, sur les problèmes d'articulation, sur plein, plein, plein de choses et heu et ça, c'est l'une des premières choses. Après, il y a plein d'autres thématiques. Il peut y avoir un changement de parfum, par exemple. C'est tout bête, mais un parfum, c'est une identité et quand on arrive ou quand des fois on résout certaines choses, on s'en rend pas compte, mais des fois on se dit: «Ah j'en peux plus de ce parfum, je le veux plus, je vais changer». Bah, ça généralement, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui a bougé. Ça peut être la coupe de cheveux. Chez les hommes, c'est plus compliqué parce qu'on a moins de possibilités que les femmes, mais mais c'est souvent ça, la coupe de cheveux et puis aussi, il y a la façon de s'exprimer, il y a la façon de bouger dans l'espace. Comment la personne est à l'aise dans son environnement, comment la personne bouge dans l'environnement. Parce que si elle est, très timide de base, elle va pas oser prendre de la place dans l'espace. Donc elle va rester souvent statique au même endroit ou elle va faire des pas qui vont être plus petits que la normale parce que du coup, elle veut pas trop interagir avec l'environnement. Tout ça, c'est des signaux qui sont observables et qui montrent effectivement qu'il y a des changements. Yes. Hem, Qu'est-ce que la science du cerveau, n'arrive toujours pas à expliquer, de la conscience? La conscience, c'est pas palpable. La science, c'est basé sur des faits concrets, mathématiques, observables. Quand on dit à quelqu'un, «Tu n'as pas de conscience», c'est par rapport à quoi? Par rapport à qui? Quelles données? Sur quoi on se base? Est-ce qu'il y a des métriques? C'est on peut pas l'observer en tant que tel, en fait. On prend 2 cerveaux de quelqu'un, on les met à l'analyse, on peut pas savoir lequel d'entre les 2 a techniquement plus de conscience que l'autre. On pourrait observer, différentes, zones du cerveau qui s'activent à tel ou tel moment ou certaines activités cérébrales qui sont actives à tel ou tel endroit. Mais est-ce que ça pourrait nous permettre de dire: «Cette personne-là a plus de conscience»? Je pense pas et donc des fois, l'aspect scientifique, trouve des limites dans, du coup, la compréhension de la non-observation de données, en fait. On peut pas mesurer la conscience. On peut mesurer une pensée, on peut mesurer une fréquence, hem, on peut mesurer tellement de choses, on peut cartographier ou essayer de cartographier le cerveau, pourquoi pas, mais arriver à prédire le niveau de conscience d'une personne, pour l'instant, c'est impossible et c'est pas maîtrisable. Ah, OK. Hem, Comment expliques-tu que certaines émotions non vécues empêchent la guérison? Que certaines Les émotions non vécues empêchent la guérison? donc si moi je ne vis pas une émotion, ça m'empêcherait d'avancer. Ouais, En fait, ça l'explication, elle est dans l'intitulé, dans le sens où si on ne vit pas l'expérience de son émotion ou de ce qu'est cette émotion, on pourra pas s'y prémunir ou s'y protéger les prochaines fois que certaines situations nous ramèneront à celle-ci, à cette émotion-là. Donc on va tout faire pour se protéger, mais finalement on va rester, dans une forme de latence parce qu'on va prendre moins de risques pour justement éviter l'impact émotionnel. Et puis il y a autre chose, il y a aussi le fait que si on part du principe que je ne souhaite pas vivre une émotion pour X raisons, le problème c'est que si je le fais avec une, je peux en faire avec plein d'autres. Et en fait, au bout d'un moment, ça amène à une accumulation qu'on peut, accompagner avec, un terme qui est bien à la mode en ce moment, c'est la charge mentale.
Cette charge mentale, quand elle arrive à saturation, heu, joue sur nos comportements du quotidien, donc sur un aspect identitaire et tant qu'on n'arrive pas à prendre conscience qu'il faut, à un moment donné, se confronter à certaines émotions parce que des fois, même si c'est difficile, c'est nécessaire. Dans ces cas-là, on reste bloqué. Parce D'accord. que du coup, on veut pas peut-être par peur, peut-être parce que justement, on n'a pas conscience de ça des fois. Mmh. Les personnes, elles ont pas conscience d'avoir refoulé des sentiments et quand on leur demande: «Ah, est-ce que cet événement-là, dans votre adolescence ou dans votre vie, un peu plus adulte, comment ça vous a touché?» Elle va vous dire: «Bah, ouais, bah, j'ai fait avec et puis j'ai avancé et puis c'est tout, quoi». OK, OK, mais qu'est-ce que concrètement, qu'est-ce que ça t'a fait? Et en fait, tant qu'on n'arrive pas à faire dire à la personne ce que ça lui a fait concrètement, bah, c'est très difficile, du coup, après, pour elle, de se connecter à ses émotions et donc à s'en libérer. Ouais, bah, c'est clair. Et que se passe-t-il selon toi, dans le cerveau lorsqu'une émotion est pleinement accueillie? Alors, tout dépend le sujet auquel elle est rattachée, ça, c'est important et tout dépend depuis combien de temps ce sujet-là est porté par la personne. Si on forcément que ça mène à une forme de si on devrait le schématiser, une forme de déverrouillage, comme s'il y avait une clé et qu'on ouvre, heu, le verrou depuis la première fois là, depuis longtemps. Pour la première fois, on ouvre le verrou et d'un seul coup, il y a un champ des possibles de progression énorme et le cerveau s'en rend compte et donc il apprécie le changement. Ça amène de la dopamine, de la satisfaction et cetera et donc ça va pousser la personne à aller encore plus loin dans son processus. Mais ce qui se passe après, tout dépend. Parce qu'il y a des personnes qui, vont se libérer d'un poids, ils vont être hyper contents parce que ça fait des années qu'ils le portent. Ce poids-là, on ne sait pas pourquoi, il s'est, intraconnecté à l'intérieur du cerveau avec, une pensée, qui est liée à, par exemple, ses parents. S'il se libère de cette émotion, ça rompt le lien qui s'était créé avec ses parents. Si ses parents sont malheureusement décédés, si ce lien se rompt, pour lui, ça peut revenir réveiller certaines craintes ou certaines peurs, ou certaines tristesses qu'il a eues quand il a perdu ses parents. Parce que la pensée était indirectement connectée. Il y a eu des ponts qui se sont faits comme ça. Donc ça peut avoir ce qu'on pourrait dire un déverrouillage positif, peut aussi avoir sur un effet ricochet 1, 2, 3, 4, un sous-impact qu'on ne sous-estime pas parce qu'on ne connaît pas l'entièreté de la vie de la personne, mais ça peut avoir un impact et dans ces cas-là, il faut savoir s'y prémunir et c'est pour ça que c'est important pour chacun justement, quand il y a des émotions d'essayer de les résoudre dans l'instant, plutôt que de se dire: «Bon, faut avancer, on verra plus tard» et puis c'est tout. Yes. Dirais-tu que le corps est le langage le plus direct de l'inconscience ou de l'inconscient? Oui, parce que 70 du message qu'on envoie dans une communication passe par le non-verbal. Donc, si je doute d'une information ou si, je suis pas à l'aise avec, un sujet ou une personne n'est pas à l'aise avec un sujet en direct, avant de le voir dans les mots, on va le voir dans les gestes. On va le voir sur des micro-expressions. On va le voir dans, la gestuelle. Là, par exemple, on est en interaction, on parle d'un sujet, c'est un sujet que je connais bien et que je traite depuis quelques années et cetera et cetera. Moi, ma posture,
montre qu'il y a pas nécessairement de réticence parce que j'ai les 2 épaules, si tu le vois, qui sont en avant vers l'écran et donc ça montre une certaine forme d'implication. Si à l'inverse, j'étais un peu plus réticent, ou en doute de certaines informations, je ferais plus ça, tu vois? Souvent. Je mettrais une distance un peu plus lointaine déjà et puis une de mes épaules serait un peu plus décalée, alors que depuis tout à l'heure, tu vois, je reste dans une posture où mes épaules sont en avant et ça, c'est un exemple pour montrer que 70 de la communication qu'on a passe par le non-verbal et donc passe d'abord par l'inconscient parce que avant de t'en parler, j'avais pas conscience que j'avais mes épaules en avant. C'est clair. Moi aussi, je suis bien, on est bien là quand même, hein. Voilà. Hem, pourquoi répétons-nous, parfois les mêmes schémas de souffrance? Mmh. Alors j'ai expliqué ça, à une personne qui est venue aujourd'hui parce qu'elle me dit, je retombe tout le temps dans les mêmes schémas dans mes relations amoureuses. Je sais pas pourquoi et donc je vais, te donner l'explication que je lui ai donnée parce que c'est la plus simple et concrète. Je lui ai dit: «Vous rencontrez une personne, vous allez rester un temps avec elle. Vous allez du coup développer des rapports sociaux entre elle et vous. Ces rapports sociaux vont se consolider à force d'expérience et si vous répétez ce schéma avec le premier, deuxième, troisième partenaire, ça va pour vous être une forme de norme sociale dans le couple. Prenons un exemple. Si la personne vit dans une situation de couple où il y a des formes de violence, ce qui arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense. Quand je dis violence, c'est autant physique que mentale, hein, que verbale et cetera. Hem, la personne va se conformer petit à petit dans son esprit à se dire: «Mes relations de couple sont de fait tout le temps avec des conflits ou du jugement ou de la pression ou des coups ou des insultes et cetera et cetera». Elle va donc rentrer cette information dans son logiciel. Seul truc, ce logiciel va tourner, va tourner, va tourner, va être consolidé par ce qu'elle est en train de vivre. Une fois qu'elle vit ça, elle rompt avec la personne. Elle arrive enfin à se séparer. Mais elle retombe sur quelqu'un d'autre. Première chose qu'elle va se dire, c'est: «Attention, il faut pas. Est-ce que la personne que je viens de rencontrer va avoir le même impact sur moi?» Il y a une forme de méfiance. Mais sans savoir, elle, dans sa tête, c'est déjà programmé. Parce que sa base sociale et de couple, c'est fait d'une certaine façon. Ce qui veut dire que si, d'un seul coup, elle rencontre un garçon qui va se comporter un petit peu différemment, avec un peu plus de bienveillance, un peu plus d'écoute, un peu plus d'empathie, qui va un peu plus penser à elle parce que c'est son anniversaire, il a pensé à l'amener au resto ou des trucs basiques. Elle, au lieu d'avoir un signe positif dans son esprit, parce qu'elle ne l'a jamais eu, elle va se dire: «Attention warning, je connais pas ce truc-là, c'est bizarre» et donc, sans s'en rendre compte, il y a une forme d'auto-sabotage où elle va d'elle-même quitter la personne et elle va venir et elle va te dire: «Je comprends pas, il était bien et pourtant, je l'ai quitté pour aller avec quelqu'un d'autre qui m'a refait comme les autres d'avant». Souvent, c'est là qu'on commence à ce moment-là que l'opinion un peu publique commence à être un peu dans le jugement. Mais au-delà d'être dans le jugement, c'est de comprendre qu'en fait, la personne, elle ne peut pas se construire sur un autre type de relation parce que socialement, elle n'a connu
qu'un seul type de relation. Mmh. Et ça peut être réplicable dans tout, l'aspect professionnel, l'aspect, dans les amitiés, dans les loisirs. Quand on fait du sport et cetera, toutes ces choses-là peuvent être répliquées. Quand tu es dans un groupe d'amis, tu as l'habitude d'avoir tout le temps l'ascendant, imaginons dans le groupe où tu as l'habitude, qu'on t'écoute parce que quand tu te lèves de table et que tu dois partir du resto, tout le monde se lève et te suit sans que tu dises rien. Tu as l'habitude de ça. Le jour où d'un seul coup, il y a une nouvelle personne qui intègre le groupe et que toi tu te lèves pour partir et que personne te suit, la seule chose que tu vas dire c'est: «Qu'est-ce que j'ai fait de mal?» Parce que socialement, tu auras pas été habitué à ça. En fait, tout ça est une habitude et c'est pour Ouais. ça qu'on dit souvent que dans le couple, il faut casser les routines, par exemple. Il faut éviter les routines dans le couple, il faut essayer de tout le temps amener des choses différentes parce que justement, ça évite d'installer ce fameux rapport social dans le couple. Et par rapport à ce que tu viens de dire, je suppose que c'est un travail, sur du long terme, Déjà, il cette faut rencontre? arriver à en prendre conscience. Ouais, Une fois qu'on arrive à prendre conscience de ces rapports sociaux, effectivement, c'est un travail de réajustement, de posture, de positionnement face à soi, de positionnement face aux autres, et cetera, et cetera. C'est un travail, bien sûr. d'accord, et ça peut prendre combien de temps? Ça dépend. Ça dépend de comment la personne est accompagnée, ça dépend de comment la personne est accompagnée dans le perso, très important. Ça dépend des gens qu'elle fréquente aussi, parce que quand, des fois, certaines personnes vont évoluer, elles vont commencer à, plus s'affirmer, à être un peu plus, dans une forme de posture où elles sont proactives et cetera. Bah, les autres autour d'elles, de cette personne, elles ont pas l'habitude de l'observer comme ça et donc si on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure, si elle bouge et que les autres bougent pas, bah, finalement, ils vont voir ça comme étant un problème. Donc ils vont lui faire remarquer en lui disant: «Mais tu as changé, tu es plus comme avant» et puis machin et cetera. Alors qu'en fait, la personne, elle cherche juste à aller mieux avec elle-même et c'est souvent là où c'est le plus dur à garder, une forme de déterminisme et de positionnement pour soi-même, mais pas pour les autres. De se dire: «Moi, je vaux plus que ça. Mmh, Si je décide d'aller vers quelque chose pour moi, je le fais pour moi» et en fait, c'est comme ça que ça se construit petit à petit. ouais, et que t'enseigne, la neuroscience sur l'état de conscience modifié? Ce que ça m'enseigne, c'est très souvent l'image que je donne, c'est cet effet de ricochet. Quand, quelqu'un arrive avec, une thématique et qu'elle me dit: «Bon voilà, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe, donc c'est ça». Je leur dis: «Oui, dans le format calcul de base de la réflexion». Mais qu'est-ce qui se passe ricochet 1, 2, 3, 4? Parce que si je vous enlève, le souci relationnel que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt potentiellement à ce que certaines relations autour de vous changent? Parce que vous serez peut-être plus à l'aise et donc un peu plus dérangeant pour certains qui vous entourent? Et est-ce que de fait, vous serez prêt peut-être à un moment donné à changer de boulot? Parce que si vous êtes plus à l'aise et que vous avez plus de facilité à parler, vous aurez peut-être moins envie de rester derrière un bureau pendant 7 heures et plus envie d'aller bouger dehors. Effet ricochet 1, 2, 3. Et ça, c'est la compréhension du coup de ce qu'est les neurosciences et de comment on peut arriver à avoir une influence sur le cerveau. C'est un peu comme si, imaginons là j'ai une bouteille et que pour aller vers un niveau de conscience, il faudrait que la personne directe, elle l'ouvre comme une personne lambda, c'est-à-dire comme ça. Et puis c'est comme si d'un seul coup, moi j'arrivais et la personne elle arrive, elle me dit: «Moi j'ai la bouteille et puis bon, de toute façon il faut l'ouvrir, mais moi je l'ouvre comme ça». Très difficile. Déjà il y a tout le chemin pour lui faire prendre conscience que c'est pas le bon pan de main et qu'il faut passer de l'autre côté. Et puis après montrer qu'en fait des fois il suffit juste d'une impulsion pour que ça s'ouvre.
Alors que de base, toute sa vie, elle se bat et elle avance pour le faire comme ça et elle galère et machin et en fait, elle arrive pas et des fois, elle y arrive, alors elle est contente, du coup, elle se dit: «Ouais, c'est bien ce que je fais». Mais déjà, pour refermer, c'est plus compliqué, donc quand tu as des problèmes qui sortent, c'est plus difficile et puis en plus de ça, après, faut choper le coup. Mais si on lui dit: «Il y a quelque chose peut-être de plus facile à terme, mais plus difficile parce qu'il faut faire le pont entre là et là», bah, des fois, c'est pas évident. Et Mmh, ça, prendre ce niveau de conscience-là, c'est que c'est plus compliqué. mmh, c'est clair. Hem, que disent les neurosciences sur, les effets durables de la méditation? Ouais, ils lisent beaucoup de choses. Sur les effets de la méditation, déjà, elles ont prouvé que les effets de la méditation en eux-mêmes, permettent de soulager de façon drastique, le stress, les hautes fréquences, de notre cerveau. Quand je dis hautes fréquences, c'est plus, les fréquences qui sont liées au stress, à la stimulation et cetera, aux pensées, néfastes. Elles montrent qu'il y a une forme de réajustement justement entre le corps et l'esprit, parce que si on arrive à réduire une partie, de nos fréquences électriques, cérébrales, petit à petit, on a moins besoin de consommer d'énergie et qui est le moteur de notre consommation d'énergie? C'est le cœur et donc indirectement, on fait descendre notre rythme cardiaque, on fait descendre notre, battement, notre BPM et on fait descendre notre, rythme cardiaque au repos, ce qui est vachement positif. Et rien que ça déjà, c'est extraordinaire et puis après on trouve aussi une forme de réalignement avec, soi-même, une stabilité mentale et émotionnelle beaucoup plus accrue. Si on fait ne serait-ce que, heu, je vais dire un chiffre, mais ne serait-ce que 5 minutes de méditation, ne serait-ce que par jour, ça peut changer toute votre semaine. Parce que c'est des 5 minutes où on va passer du temps avec soi-même et donc au-delà de l'aspect, qu'est-ce que ça nous apprend sur le cerveau? C'est que, qu'est-ce que ça nous apprend sur nous? Aujourd'hui, si on prend 10 personnes, je suis pas sûr que sur les 10 arrivent à tenir 5 minutes par jour à faire de la méditation, c'est-à-dire à poser son téléphone, à poser les interactions, à s'asseoir par terre et juste fermer les yeux et je suis pas sûr. Et rien que ça, c'est un apprentissage sur soi. Mmh, c'est clair, hein. Existe-t-il, selon toi, des états cérébraux observables qui correspondent à des états spirituels? Oui, oui, en fait, pourquoi? Parce que quand on arrive à un certain niveau dans l'aspect méditatif, on arrive du coup à atteindre un certain niveau de conscience. On va au-delà de notre propre conscience. Ça on part loin sur le sujet, mais en fait, on quand on arrive à faire le vide en soi, quand je dis le vide, c'est ne plus avoir d'impact émotionnel sur certaines choses quand on fait de la méditation, par exemple. Hem, on a plus de temps et d'énergie pour, recevoir et observer ce qui nous entoure. C'est tout bête, mais si on prend une personne qui sort du métro et si on prend une personne, on la met dans une forêt et si on prend une personne qui vient de passer 15 minutes à méditer et on la met dans la même forêt, elles verront absolument pas la même chose. Parce que le niveau de conscience est pas du tout au même endroit. OK. Tu penses qu'on peut parler aussi de spiritualité, neuronale? Je pense qu'on peut parler de spiritualité en tant que telle, et les neurones étant là uniquement pour qu'on s'adapte, qu'on bouge, qu'on apprenne, qu'on évolue en tant qu'espèce. Hem, c'est nos expériences qui vont nous faire atteindre un certain niveau de spiritualité et c'est justement ce niveau de conscience-là qui peut nous permettre d'être assez ouverts pour aller vers cette spiritualité
qui dirige ces réactions et ces cheminements? Bah, c'est les neurones, parce que c'est eux qui travaillent en arrière-plan sans qu'on s'en rende compte. Là, depuis qu'on a commencé à échanger, nos neurones, ils font que de travailler là Ouais, bah, oui. et et ils travaillent et puis voilà. Donc la spiritualité, elle est liée à ce qui se passe à l'intérieur de l'individu. Donc elle est liée effectivement à la connectique que certaines personnes ont, aux schémas mentaux que certaines personnes ont aussi et c'est pour ça que certaines personnes peuvent aller vers un certain niveau de spiritualité, d'autres ne le peuvent pas encore parce que soit trop pris dans les choses à faire, soit ils ont pas eu la chance, d'avoir une vie qui leur permette de pouvoir s'ouvrir à ça. Quoique quand je dis ça, il y a certains pays en Afrique où, il y a des cas de famine, où ils sont dans une ouverture spirituelle beaucoup plus accrue que la nôtre. C'est Ce qui veut dire clair. que ce qui veut dire que le niveau de conscience dépend essentiellement de l'environnement de vie et de l'écosystème de la personne. Mmh, mmh. Et comment perçois-tu, les expériences de mort imminente, phénomène, neurologique ou ouverture spirituelle? Je pense qu'il y a un peu des 2 parce qu'il y a des personnes qui ont eu ce type d'expérience qui au départ étaient très cartésiens et qui ont eu cette expérience-là et qui depuis ont totalement changé d'avis. Hem, je pense qu'il y a un peu des 2. Les expériences de mort imminente, c'est, hem, souvent documenté dans l'idée où quand une personne va et part, d entre guillemets, «est en train de décéder», il y a ce qu'on appelle une sortie de corps. Pour expliquer, une sortie de corps de l'âme et la personne, se voit elle-même sur le lieu et dans l'explication de certaines personnes, quand elles parlent des expériences de mort imminente, ils peuvent, une fois revenus à elles-mêmes, à la vie, réanimés, expliquer qui était dans la pièce, comment ça s'est passé, jusqu'à même pour certains donner le numéro de leur brancard. De là à dire qu'il y a rien qui se passe et que finalement, c'est que des illusions ou des états, rares, je trouve que c'est assez, limitant. Mmh, Parce que si on part de ce point de vue, notre simple vue à nous est totalement différente de la plupart des espèces qu'on a et certaines espèces voient des choses que nous ne voyons pas et donc finalement, si certaines espèces voient des choses qu'on ne voit pas, est-ce que ça veut dire elles arrivent à ressentir d'autres aspects que nous du coup, nous ne pouvons pas expérimenter parce qu'on ne les voit pas? mmh, Là, on revient encore à une fois à l'aspect de la conscience. mmh, Si on a conscience de ça, on peut pas décemment dire que les expériences de mort imminente n'existent pas. Parce que souvent les gens disent: «Oui, mais on n'a pas de gens qui ne sont revenus après la mort». Un état de fait. Mais si on prend à l'inverse et qu'on essaie de retourner le problème, donc de faire un contre-argument à cet argumentaire, si tu prends 2 jumeaux qui sont dans le ventre de leur maman et qui discutent entre eux sur la naissance et qui disent: «Ouais, mais moi j'ai pas envie de sortir parce qu'on est bien, on a tout ce qu'il faut, on a à manger, on a un machin». L'autre, il va te dire: «Ouais, mais tu on pourra marcher, on pourra parler, on pourra aller chercher de la nourriture et cetera et cetera». L'autre, il dit: «Mais attends, à quoi ça sert? Si c'était si bien que ça dehors, les gens ils seraient revenus». C'est la même chose. C'est juste le sens inverse. mmh, c'est clair. Hem
Quel rôle donnerais-tu aux rêves dans ton approche thérapeutique? Ah, les rêves, c'est très important. On rêve, on règle des problèmes dans les rêves. Dans les rêves, on peut avoir des discussions qu'on aurait aimé peut-être avoir en vrai. Par exemple, il y a un truc intéressant dans les rêves, c'est que notre cerveau, il est pas capable de créer des visages et donc chaque, heu, visage qu'on va observer dans nos rêves est une personne qu'on a potentiellement croisée au moins une fois dans notre vie. Ce qui est incroyable, parce que ça veut dire que sans le savoir, on fait peut-être partie du futur de quelqu'un, alors qu'on n'a eu aucune interaction. Mmh, c'est Moi, clair. demain, je croise quelqu'un dans la rue, on sait pas pourquoi, dans 5 jours, je suis dans son rêve, il va me dire: «Mais c'est qui ce gars?» Et en fait, ça veut dire plein de choses. Les rêves, il faut être à l'écoute avec ça. Moi, quand je rêve de choses qui me marquent, je les écris. Je pose, je les écris. J'essaie d'aller regarder un petit peu les symboliques, les significations. J'essaie de prendre un petit peu le pas de lire une seule symbolique pure, mais je regarde même dans différents types de religions, qu'est-ce que ça voudrait dire? Pas que sur un seul aspect, heu, parce que j'ai conscience qu'on a plein de il y a plein de points de vue différents et donc justement, j'essaie de voir sur ce que j'ai rêvé, quel est le point qui se ramène le plus dans tout ce que je recherche? Je vais dire: «Ouais, peut-être effectivement, ça peut être pas mal», et cetera et donc ça peut nous permettre de résoudre certains soucis qu'on a, en nous et les rêves sont souvent là aussi pour nous faire passer des étapes. On a tous des rêves qui nous ont marqués. On sait pas pourquoi, mais chaque personne a au minima un rêve sur lequel il peut, dire: «Ouais, je m'en souviens». On sait pas pourquoi, Ouais, c'est lui, c'est clair. mais finalement c'est le cas et en fait dans l'approche, c'est plutôt ça. C'est-à-dire, quand j'ai des personnes qui arrivent, elles me disent: «Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ouais, cette nuit j'ai ou, il y a 2 jours, j'ai rêvé de ce truc-là». Ouais, vous savez pas pourquoi, mais moi maintenant que vous m'avez expliqué ce que vous avez rêvé et le travail qu'on fait ensemble, je le vois le pont. Bah oui. Et oui, Et penses-tu que l'humanité traverse aujourd'hui une, mutation de conscience? je pense que oui, dans le sens où elle essaye de la transvaser à quelque chose qu'elle ne contrôle pas. Si on donne le niveau de conscience qu'on a et que l'humanité avec un seul objectif, c'est-à-dire faire en sorte, hem, de «sauver» entre guillemets, si je puis dire ça comme ça, la planète parce que la planète sans nous elle va très, très bien donc de sauver la planète en elle-même, je pense qu'on pourrait arriver à faire des trucs de fou. Mais nous, dans la conscience qu'on a du monde et dans l'inconscience que certaines personnes ont, on a plus, depuis, l'après-guerre, réussi à créer des technologies qui peuvent rendre une planète comme la nôtre, c'est-à-dire habitable, comme la planète Mars, plutôt que développer une technologie pour rendre une planète comme la planète Mars, comme la nôtre. Et donc c'est très délicat parce que du coup, ça veut dire que notre conscience, plus ça avance, plus les choses avancent, moins elle est liée avec du bon sens. Par exemple, quand on voit les jeunes, je peux en parler, moi j'ai un petit frère, qui a 10 ans de moins donc je le vois souvent, même moi aussi des fois, sur les réseaux sociaux et qu'on scrolle comme ça, si à un moment donné on se pose, on se dit: «Mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire là?» Je suis en train de scroller sur des trucs et finalement je me souviens même pas de la deuxième ou de l'avant-dernière vidéo que je viens de regarder. Qu'est-ce que ça me fait à moi? À part éclater mon cerveau parce que du coup ça me met une forme
continuellement, ça me demande d'aller chercher de la dopamine tout le temps, tout le temps, tout le temps et du coup, ça éclate un petit peu ma concentration. À quoi ça me sert? Prendre conscience de ça, de se dire: «OK, il y a des choses qu'on utilise, est-ce qu'on en a besoin?» Non pas que c'est pas nécessaire ou que, heu, c'est inutile, mais est-ce que à ce niveau-là, à cette extrémité-là, est-ce que c'est nécessaire? Par exemple, la dernière fois, j'ai eu un échange sur, Instagram avec un monsieur qui présentait les boîtiers pour enregistrer les réunions et l'argumentaire était: «Plus besoin de faire d'efforts, posez le boîtier sur la table et le boîtier retranscrit tout à l'écrit en vous faisant une synthèse des éléments à retenir». Ouais, bah, moi, j'aimerais pas être les gars qui vont utiliser ce truc. Parce que leur niveau d'apprentissage, leur capacité de réflexion, leur capacité à résoudre des problèmes, leur capacité ne serait-ce qu'à réfléchir d'eux-mêmes, va être entachée par ce truc. Parce que du coup, elles vont devenir petit à petit dépendantes à l'outil. Outil qui, une fois sera assez vendu, sera promu par un abonnement payant et la personne ayant déclenché une dépendance intellectuelle à ce Mmh. truc devra payer. Ouais. C'est déjà, d'actualité tout ça, hein, Bien sûr. et ça c'est triste, hein, quand tu vois certaines choses, hein. J'ai encore une dernière question. Pour toi, qu'est-ce que être guéri, signifie vraiment? Au-delà de la disparition de la souffrance? Je sais pas si la souffrance, elle disparaît pleinement, mais pour moi, ce que ça veut dire être guéri, c'est de pouvoir parler de tout ce qui nous touche, sans honte, sans crainte, sans avoir peur qu'on l'utilise contre nous et de pouvoir aller, dans nos pensées, sans avoir peur de ce qu'on va y trouver et d'être assez à l'aise à un moment donné pour se dire: «Si je dois aller marcher 2 heures tout seul, je peux le faire sans mon téléphone parce que je sais que je me suffis à moi-même». En outre, mes problèmes vont pas déborder sur le moment. Yes. OK. Et ben écoute, hein, ça fait un peu plus d'1 heure qu'on est ensemble. Moi, je voudrais rester encore, des heures et des heures. Un conseil que je peux te donner, si tu as l'occasion de faire, des conférences, fais-le. Pourquoi? Parce que je te le dis, je te connais un petit peu, je te suis dans les réseaux, j'ai vu un petit peu, tu arrives à capter les gens, et je pense que ça peut être pas mal pour toi de faire des conférences sur ce sujet, et puis en plus, c'est des choses que tu maîtrises. Oui, tu pas le premier qui me le dit. J'ai un ami extrêmement proche, de moi, qui me dit, «Faut que tu fasses des conférences, faut que tu fasses des conférences». Tu vois? Je Je suis dis: la «Oui, deuxième oui, personne, donc faut que tu écoutes. faut que j'écoute les signes». Ouais, yes. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt, bon week-end à vous. Merci beaucoup.